Mesdames et messieurs, bienvenue à Géopresse. Aujourd'hui, exceptionnellement, Géopresse s'est exporté vers l'expérience, s'est exporté vers l'endurance de ce métier. Et je suis donc content de vous présenter cette émission parce que nous recevons des monuments. Des monuments parce que dans notre métier, vous avez des hommes galonnés, ceux qui ont trimé, qui ont travaillé au détail jusqu'à ce qu'ils sont devenus des références. Merci beaucoup de recevoir pour nous et pour vous Monsieur Charles Dimandja Wimbi, bonjour. Bonjour Willy. On ne vous présente plus, mais je vais quand même parler un tout petit peu. Vous êtes aujourd'hui journaliste indépendant. C'est quand même un terme difficile à assumer. Oui, journaliste et producteur. Ah, Dieu merci. Je suis une agence de production, je suis... Ça s'appelle Congo Vision. Je me focalise sur la production. Problème de développement surtout. Bon, nous allons évoquer avec lui la nécessité de mettre en place des vraies structures de production dans notre pays parce que l'image du pays en dépend. Merci donc d'être à Géopresse aujourd'hui. En face de vous, et pas le moindre, Michel Moussemediaoui. Pendant très longtemps, vous avez gagné le concours du présentateur le plus charmant de la RTNC de l'époque. Aujourd'hui, vous êtes éditeur responsable du journal Média Plus. Média Plus, c'est un magazine. D'ailleurs, nous allons essayer de revenir sur la dernière publication, que je crois qu'on aura des images un peu aussi. Cette publication est importante. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, vous êtes le seul magazine qui a produit, qui a récupéré l'ensemble de ce qu'ont été les États généraux. Donc, dans la mémoire historique, on retiendra que Média Plus a consacré tout un numéro à tout ce qui a été fait comme résolution, comme texte des États généraux de la presse, qui est d'ailleurs le sujet sur lequel nous allons répondre. Vous êtes aussi journaliste de la télé, aujourd'hui aussi vous êtes dans la presse écrite. Nous sommes donc tous ensemble en train d'expérimenter tous ces genres. Mesdames et messieurs, j'ai appelé mes deux aînés aujourd'hui et je suis heureux qu'ils aient accepté cette invitation parce que nous avons besoin parfois qu'on nous remette un peu sur les rails. Ce métier, nous ne l'avons pas inventé, ce métier a ses références. Il faut de temps en temps que ceux qui ont de l'expérience puissent en parler. Quitte en fait que ceux qui pensent avoir du génie puissent pouvoir construire sur l'expérience des aînés. Alors, Monsieur Michel Moussemediaoui, parlant de vous-même, comment Média Plus est né, et vous qui étiez à la télévision, quand vous êtes arrivé dans la presse écrite? Voilà, j'ai failli dire que je suis arrivé par effraction si je n'avais pas fait de médias auparavant, parce que ce n'était pas vraiment mon dada. Ben, je suis arrivé parce qu'à un moment donné, on a décapité la rédaction de La Voix du Zaïre, de l'OZRT, au lendemain du discours du président de la République sur la démocratisation. Nous avons pensé faire œuvre utile en répercutant et en nous comportant de la même manière que le chef de l'État avait dit, ça veut dire nous débarrasser des oripeaux du parti unique, essayer de ne plus parler du président fondateur seul, en associant dans le débat citoyen, social, tous les opposants qui naissaient en ce moment-là. Et nous avons malheureusement constaté qu'il y avait comme une petite idée derrière la tête et on nous a chassés tous parce que, disait-on à l'époque, nous avions des accents proches de l'opposition. Et nous sommes partis, chacun a connu voilà, une fortune diverse. Et il y en a qui ont fait le taxi, ceux qui avaient une voiture, il y en a qui n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Et moi, je me suis dit, je monte Média Plus Magazine. Et je me reversais dans la presse écrite que je ne connaissais pas très très bien. Heureusement que j'ai croisé des gens qui m'ont aidé et j'ai été suffisamment modeste que pour écouter. Parce que c'est ça le plus important dans les médias. Il faut écouter ceux qui connaissent. Voilà. Évidemment, à l'époque, vous êtes sans oublier, avec Charles Dimandja, vous avez mis en place la BAD. C'était une association puissante qui voulait se battre pour la démocratie dans les médias, je crois. Et vous aussi, à une période, vous avez été un peu mis à l'écart à la chaîne nationale. Et j'ai connu la traversée du désert, mais je n'ai pas croisé les bras, je ne chômais pas, je suis un passionné de l'image de la télévision. Je rêvais un jour de comment rebondir. C'est comme ça que
je me suis dit qu'en quittant les strapontins, les plateaux de télévision, je tenais absolument à être derrière les caméras, scruter le monde, et peut-être dire les choses de la manière comme je les sentais. C'est comme ça qu'elle m'est venue l'idée de monter une agence de production. Parce que je constatais que, généralement, la presse nationale ne s'intéresse pas aux vrais problèmes de la population. Parce que nous avons passé tout le temps à la voie du Jaïd à raconter la vie des grands de ce pays. Mais c'est quand on a traversé le désert, comme Michel nous l'a dit tout à l'heure, quand on a été dans la première charrette, après le discours du maréchal Mobutu Sese Seko, j'ai eu à faire des petits boulots. C'est comme ça que je connais le peuple d'en bas. Je me suis fait des amis parmi les taximens, parmi les mécaniciens. J'ai même appris la mécanique. Alors je me suis dit, un jour, si je dois rebondir, je pensais à ces gens-là, à porter leur voix. Et vous portez cette voix-là parce que vous publiez et vous diffusez, en fait, vous produisez des documentaires, mais ça ne vous a pas empêché, vous et quelques-uns de vos confrères, de publier un ouvrage, Presse et démocratie en RDC, le combat de la PARD. Je voudrais citer ici les co-auteurs de cet ouvrage, Charles Dimandja Wembi, qui est sur ce plateau, Sylvestre Tombamou Dingaï, je crois qu'il est dans une structure des Nations Unies, Léonard Moulamba, qui est aujourd'hui à, je crois, Radio Okapi, Jean-Pierre Mpoutubidoya, qui est au ministère du Budget, et pourquoi pas aussi Charles Djungu Simba, à Bruxelles, qui écrit beaucoup d'ouvrages. Voilà, c'est une période de cette vie-là, une vie de combat que vous avez menée pour la démocratie et la presse. Et aujourd'hui, vous êtes dans la presse, cette presse qui a beaucoup changé dans la configuration, dans la technologie, et vous avez participé, vous tous les deux, aux États généraux de la presse. En commençant par Michel Moussem-Diaoui, j'ai lu une de vos interviews quand vous aviez formulé ce qu'on peut appeler votre agenda pour les États généraux. Vous aviez dit que vous vouliez qu'on puisse revenir aux fondamentaux du métier. Commençons par là. Est-ce que les États généraux sont revenus aux fondamentaux du métier? Voilà, les États généraux ont souhaité justement le retour à ces fondamentaux. Les États généraux n'étaient pas un rassemblement avec un bâton pour punir illico presto en ce moment-là. C'est 80 résolutions, recommandations qui ont exigé effectivement, ou souhaité, pour être un peu plus courtois, souhaiter ce retour aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est comme chaque métier a ses règles, chaque métier a sa déontologie, chaque métier a sa pratique, chaque métier a sa manière d'être exercée par des gens qualifiés pour exercer ce métier-là. Pour être journaliste, il y a des critères. Pour être journaliste, il y a l'éthique et la déontologie qui sont pour nous des voyants. C'est comme vous arrivez devant des feux de signalisation, ce qu'on appelle feu rouge ici. Quand c'est rouge, on s'arrête. Quand c'est orange, on fait attention. Et quand c'est vert, on avance. Chaque profession, si elle veut être sérieuse, a ce genre de frein dans la vie. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer? Qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire? Parce que vous savez que les médias sont une arme à double tranchant. Quand on utilise les médias à bon escient, ils contribuent au développement et à la bonne entente de la société. Mais quand on utilise mal les médias, ça peut provoquer des catastrophes difficiles à arrêter. C'est ça pour moi les fondamentaux. Nous sommes revenus vraiment par les États généraux ou bien on n'a formulé que de vœux? Je crois qu'on est encore au niveau de vœux. C'est vrai, c'était un moment fort, les États généraux, qui nous ont permis de jeter des regards sans complaisance sur la manière dont la profession est exercée aujourd'hui. Et je crois que si nous ne profitons pas de ce que nous avons ensemble projeté pour l'avenir, la profession journalistique au Congo, je crois que dans peu de temps, on n'en pas perdu.
De quoi souffre-t-elle, M. Charles Mandi? De la pauvreté, de la misère, de l'inculture, de l'ignorance, du professionnalisme. Quand Michel dit qu'il faut rentrer aux fondamentaux, un journaliste, c'est un homme cultivé, police. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ça n'a rien à voir. C'est qu'en tout cas, ce que moi, j'ai appris à l'ISTI. Ce n'est pas ce que moi, j'ai vu, comment les autres exerçaient la profession. Je ne suis pas les derniers des Mohicans, encore moins les derniers des dinosaures. Je ne suis pas un radical, je suis un puriste. Je défends une profession que j'aime passionnément. Passionnément. Et quand je vois comment la jeune génération aujourd'hui traite cette profession, quelque part ça me fait très mal. Parce que chaque fois que je rencontre des gens, des jeunes gens, parfois personnes haut placées, qui me disent, Monsieur Dimanja, vous nous avez donné le goût de ce métier. Je vois que j'ai été utile quelque part. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je venais vers l'émission, je prends un taxi à Banda, je vais à Kintambo hôpital pour répondre à un rendez-vous. J'étais avec une dame que je connaissais. Elle m'a regardé 2 fois et m'a dit, c'est vous, Monsieur Dimanja. Alors que ça fait longtemps que vous ne passez pas. Plus de 15 ans que je ne passe pas à la télévision. Il me dit, Monsieur Dimanja, c'est vous. Je dis, elle me pose encore la question, est-ce que c'est vous? Je dis, madame, c'est bien moi. Elle en revenait. Alors on arrive à Kintambo hôpital, il dit, vous ne payez pas le taxi. Donc je prends. Oui, je prends en charge. Elle le prend, c'est 500 francs. Et moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu cette journée. Ce n'est pas des millions, c'est les cœurs d'une dame. C'est ce souvenir qu'elle porte en elle. Aujourd'hui, la jeune génération, c'est comment ça? C'est comme des petites savonnettes. On utilise Kleenex. On utilise combien sont encore restés à flot. Il y en a qui ont disparu de la circulation. Pourquoi? Mais à cause du mauvais travail qu'on fait. C'est pour ça que je reprends le refrain de Michel. Rentrons aux fondamentaux. Rentrer aux fondamentaux, ça signifie en réalité respecter les règles de ce métier. Et parmi les causes, et je prends toujours votre deuxième agenda, parmi les causes que vous avez vous-même énumérées, qui fait que la presse aujourd'hui ne soit pas à mesure de rendre service, vous avez appelé ça rendre le pouvoir à la presse. Vous avez constaté que la presse était séquestrée par le politique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous deux? Bon, ce que ça veut dire, et vous avez raison d'utiliser le terme séquestration, ce n'est pas le même terme que j'ai utilisé, je ne sais plus lequel, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, chaque politicien a derrière lui un journaliste. Et chaque journaliste a derrière lui des politiciens ou des groupes d'intérêts. Ça peut être des intérêts politiques ou des intérêts financiers. À partir de ce moment-là, il se censure lui-même. Il ne peut pas aller vers l'infini que lui aurait permis une indépendance d'esprit, une indépendance de culture, comme l'a dit Charles, parce que quand on est cultivé, on est fier de traduire cette culture pour aider les autres. Il a évoqué une période où, quand on a dit ça à la Voix du Zaïre, à la RTNC, c'était comme parole d'évangile. Aujourd'hui, vous trouvez même des hommes politiques qui sont en fonction, même dans l'exécutif, qui disent « moi, je ne suis jamais la RTNC ». Et ça, télévision à l'Okuta. Mais à partir du moment où le service social, la RTNC, est considéré comme une télévision à l'Okuta, alors finalement, quel est le modèle? Donc, moi je me dis, comme l'a dit Charles, il y a cet aspect de légèreté qui habite nos médias actuellement. Chacun estime qu'il peut devenir journaliste. Et si vous regardez bien, et moi j'ai posé la question devant le ministre Patrick Mouyaya, dans la commission de viabilisation économique des médias, moi je lui ai dit, à qui vous octroyez les fréquences? Moi, je pense que c'est en amont qu'on peut régler cette question. Un homme d'affaires, parce qu'il a vendu sa pierre, son diamant, il arrive, on dit,
une fréquence coûte 20 000 $. Lui, il va payer tout de suite. Mais moi, je ne les ai pas. Charles Dimanche ne les a pas. Willy Kalenga ne les a pas. Donc, ce diamantaire, ou n'importe qui a vendu n'importe quoi, il va venir pour montrer aux gens qu'il est arrivé, il a une chaîne de télévision, et il va demander qu'on le montre du matin au soir. C'est du narcissisme, c'est tout du simplement. narcissisme, voilà le terme, C'est du narcissisme, tout simplement. Alors, si vous travaillez chez lui et que vous dépendez de lui socialement, ça veut dire c'est lui qui vous paye le salaire, il va demander que vous montriez ce qu'il veut qu'on montre. C'est le culte de la personnalité. Oui, le culte de la On est en personnalité. plein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une indépendance intellectuelle. Non, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Quand vous parlez de la séquestration de la presse par des hommes politiques, mais n'oubliez pas que le pays sort des longues années de guerre et que la presse est utilisée aujourd'hui comme le prolongement des armes qu'on a utilisées sur le champ de bataille, qu'on ne peut pas recourir aux armes aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'image. Les mots tuent autant et peut-être plus que les balles réelles. Que les balles réelles. Et nous en sommes là aujourd'hui. Quand vous regardez cette floraison de chaînes de télévision, que ce soit sur le plan numérique ou sur le plan traditionnel, elle nous propose quel contenu? Elle nous propose quel contenu? Le travail des journalistes n'est plus fait. Le journaliste ne cherche plus l'information. Nous allons revenir au contenu des médias, mais je reviens encore à ma question autrement, en vous titant un tout petit peu, parce que les jeunes disent que non, mais nous suivons l'exemple des vieux. Charles Dimanja et Moussé Média ont quand même travaillé à la primature à l'époque 90. Vous étiez quand même là-bas dans les cabinets de Tiens Tshisekedi. Comment vous expliquez ça? Ce n'était pas une séquestration? Il ne nous avait pas séquestré, lui? Bon. Moi, personnellement, j'étais directeur du service de presse, le Premier ministre élu de la conférence nationale à l'époque. Je crois que les gens se rappellent encore de la première conférence de presse de Tiens Tshisekedi. La flambée, le dollar sur le marché. Le franc congolais était au plus bas par rapport le Zaïre à l'époque. Au plus bas. Il aura suffi que deux mots, que prononça deux mots, et le lendemain, le Zaïre a repris le poids de la bête sur le plan le marché d'échange. Nous n'étions pas des combattants de l'UDPS. Nous étions tout simplement des vrais professionnels. Nous voulions qu'à peine élu, que le Premier ministre énonce quand même le couleur de la politique qu'il allait appliquer. Il a dit, ces cambistes-là, n'envoyez pas la police. Ils vont partir d'eux-mêmes de la rue. Il suffit tout simplement de boucher les trous de partout où sortaient les billets des banques. C'est ce qu'il a essayé de faire, la rigueur. Quand votre enfant souffre de la malaria, vous l'amenez chez le médecin, on vous dit, on va les piquer. Vous vous dites, ah non, ça va faire mal à mon enfant, et il va pleurer. Alors, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez que votre enfant guérisse? Ou vous voulez que votre enfant meure? Je vois que ce qui nous manque, nous, le Congolais aujourd'hui, c'est une certaine rigueur. Le respect d'un certain nombre de principes. Donc un journaliste pouvait quand même travailler dans les secteurs absolument, de la communication. Sans vendre son âme. Ouais, comment vous faisiez alors pour rester vous-même? Moi, je voudrais rebondir. Moi, j'étais attaché de presse du Premier ministre Étienne Tshisekedi. Jamais. Et je voudrais faire un témoignage historique devant tout le monde, ceux qui nous suivent. Jamais le Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba, père, parce que parfois on a une confusion, quand il était Premier ministre pendant 3 mois, jamais il ne nous a dicté quoi que ce soit ou suggéré des questions à poser à ses invités. Jamais. Moi, je me rappelle d'une interview héroïque avec mon PDG, Stéphane Kitutu Léontois, avec qui on est tous les jours. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il vient avec le DG Akasonga Munga, chez le Premier ministre Étienne Tshisekedi. C'était l'audience la plus courte de l'histoire, parce qu'elle n'a duré que 5 minutes. Pourquoi ça n'a duré que 5 minutes? Parce qu'eux, ils étaient venus demander au Premier ministre Tshisekedi, issu de la conférence nationale, né de la démocratisation, et dit, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que nous on fait maintenant de la chaîne nationale? Et le Premier ministre Tshisekedi, Étienne Tshisekedi,
leur a dit ceci. Faites ce que le peuple veut. Montrez ce que le peuple veut voir. Dites au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Ça, c'est une première chose. Ce n'était pas venu par hasard de sa bouche. Parce que si vous vous rappelez, dans le gouvernement qu'il avait mis en place, il n'y avait pas de ministère. Il n'y avait pas de ministre de la communication. Parce qu'il a estimé qu'un ministre de la communication a un marteau entre ses mains pour dire ça, pas ça, ça, pas ça. Lui, il a dit, dites tout ce qui est disable, écrivez tout ce qui est lisible. L'essentiel est que, par votre action, que vous accompagnez la population vers des destinées meilleures. Voilà la philosophie d'Étienne Tshisekedi, dont nous saluons la mémoire, et dont nous étions, voilà, pas les héros. Pas les héros à UT. Vous avez pas les chantres. On n'était pas les chantres. Donc quand même, il est possible de travailler. Il est possible. Il est possible. Sans pour autant vendre son âme. Oui, et moi je pense qu'un journaliste, avec les préceptes du métier, s'il rend ce service à son chef, parce qu'il y a beaucoup d'attachés de presse actuellement. Et je suis désolé de dire, de constater que beaucoup d'attachés de presse d'aujourd'hui ne répercutent que les sentiments. Et ils ne répercutent que ce que leur chef a envie d'entendre. Moi, il n'y a rien qui vienne de leur part, en tant que journaliste, en tant que spécialiste de la communication. Deuxième chose, les attachés de presse sont devenus comme les freins. Ils ne veulent pas que d'autres approchent leur chef. Or, c'est dans la multiplicité des opinions que le chef peut se faire sa propre opinion et avancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ministre, ou il y a une autorité, disons, il y a une autorité qui sort et dit des choses. Parfois, on se dit, mais il est sur quelle planète? Il parle à qui? Parce que tout simplement, on ne lui a pas dit, voici les choses que les gens veulent entendre. Voilà, je veux vous raconter une anecdote. Je suis sur TKM, on juge à la Cour suprême de justice un ministre du gouvernement. Le premier ministre du gouvernement de feu Laurent Désiré Kabila, ministre des Finances. Parce qu'il avait renoué avec la communauté financière internationale, notamment la Banque mondiale. C'était qui? Talangay. Le ministre Talangay. Le ministre Talangay. Il est jugé. Nous étions absolument qu'il soit condamné, qu'il renie sa signature sur le document qu'il avait signé avec la Banque mondiale. Oui. Il était en train d'être jugé ici. Moi, j'ai envoyé une équipe de reportage là-bas. On a filmé le procès. Et le reporter qui était là, il était d'abord menacé par les agents de service. Interdiction de diffuser ce procès. Le journaliste est venu me voir, il dit, mais chef, si vous diffusez ce... Moi, j'aurai des problèmes. J'aurai des ennuis. Je dis non. La rédaction est souveraine. Ce n'est pas Charles Diman Jawembi, ce n'est pas le directeur général de TKM, c'est la rédaction. Nous allons visualiser le reportage. Si nous estimons que nous devons le diffuser, on va le diffuser. Et on a visionné le reportage. En fait, le problème c'était quoi? L'avocat de M. Talangay avait soulevé une exception. Parmi les membres de la composition de la Cour, il y en a qui n'avaient pas prêté serment. Et il avait fait remarquer au président de séance que si jamais vous prenez une décision contre mon client, c'est une décision qui sera de nul et de nul effet. Alors, les agents qui étaient là, ils ne voulaient pas qu'on diffuse ça. Le soir, on a diffusé à la télévision. On a diffusé à la télévision. Et vous êtes vivant jusqu'aujourd'hui. Je suis vivant parce que Mosé suivait la télévision en ce moment. Voilà. Il a appelé ses collaborateurs, il dit, mais ce que cet avocat l'a dit, c'est vrai ou c'est faux? Ça dit, je ne peux pas avec cette composition. Alors, il y a des gens qui tremblaient autour de lui. Il y a un qui a pris son courage à deux mains. Il a dit, mais c'est vrai ce que cet avocat a dit. Si vous ne régularisez pas la situation, votre jugement sera de nul et de nul effet. Mais le lendemain, on a fait prêter serment en catimini. Tu vois comment, avec courage, avec lucidité, parfois nous pouvons amener nos dirigeants à prendre de bonnes décisions. Mais si nous nous mettons à exploiter leurs faiblesses pour des raisons qui nous sont propres, mais en ce moment-là, nous nous induisons en erreur.
Vous savez, Winnie, j'aimerais, sur la lancée de ce qu'il vient de dire, je voudrais donner également deux témoignages historiques. Je vous en prie, vous êtes là pour ça. Pour démontrer que, en fait, les médias congolais sont victimes de l'autocensure. L'autocensure qui date de l'époque du maréchal Mobutu. Les gens se disent, ça a toujours été comme ça. Et donc, même le conducteur jusqu'aujourd'hui, vous savez, le conducteur aujourd'hui, le ciel peut nous tomber sur la tête, mais quand le chef de l'État a reçu un ministre d'un pays étranger, on commence par l'audience du chef de l'État à un ministre qui vient le voir, venant de, je ne sais pas de quel pays, alors que par exemple, au Nord Kivu, et je parle d'un cas connu que tout le monde a suivi, qui a choqué tout le monde, il y a éruption volcanique. Nous sommes en période des réseaux sociaux, il y a la vitesse infinitésimale de l'information. Le journal télévisé de 20h à la RTNC, la chaîne nationale, le journal de 20h qui est une institution, d'ailleurs on ne l'appelle pas journal de 20h, c'est la messe, on l'appelle le 20h. La grande messe de 20h. Le 20h. On commence le journal avec un fait divers. Au moment où Goma était en train de brûler, au moment où on n'avait aucun bilan, parce que ça a toujours été comme ça, il faut commencer par l'activité du président de la République. Si ce jour-là, et c'est grave, si ce jour-là, il n'a rien fait, il faut réchauffer son activité de la veille. C'est resté dans la tête des gens parce que ça date de l'époque de Mobutu. Deuxième témoignage que je voudrais faire. Sous Mouzé, nous on était au premier loge avec Charles Dimanja pour gérer l'information. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais demandé à qui que ce soit de répéter ce que Mavungu faisait à l'époque, ça veut dire la carte postale. Qui a pris un autre nom, je crois, on appelle ça carte blanche. Qu'est-ce que je raconte? La carte blanche. Oui. Mais les anciens de la RTNC ont estimé que comme ça a toujours été comme ça sous Mobutu, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'appelle autre chose, mais dont le contenu est la carte blanche. Voilà. Alors nous avons combattu ça. Deuxièmement, c'est très important de le dire, notre responsabilité dans la descente aux enfers. Deuxième chose, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais demandé à qui que ce soit de diffuser parole du président avant le journal télévisé. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit. Troisièmement, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de diffuser une chanson révolutionnaire qui lui est dédiée. Jamais. Mais nous avons estimé, et c'est de notre responsabilité, que comme ça a toujours été fait, comme ça, nous devrions le faire de cette manière. Alors, je vous pose une question de fond, parce que j'aurais bien voulu avoir le temps d'approfondir beaucoup de dossiers, mais on n'en a pas assez. Alors, je vous pose une question de fond. Je sens qu'il y a cette tendance au culte de la personnalité qui est déjà pratiquement devenue un ADN de la presse. Ça signifie que le pouvoir doit être encensé, quel qu'il soit. Et les détenteurs de pouvoir doivent être, chaque fois, c'est comme ça que ça sert à la communication. Et de l'autre côté, la gestion de l'information, telle que ça a été enseigné dans les écoles. Comment les journalistes vont faire pour en même temps prendre en compte ce qui apparaît comme une forme de pression permanente, culte de la personnalité, et ce qui est de la gestion au quotidien de l'information? Comment ils font? Comment ils vont faire? Qu'est-ce que vous pouvez le conseiller? Je crois que vous avez touché du doigt le problème de la presse. C'est la pauvreté, la misère. Vous avez été président... On chante pour manger. Voilà. Vous avez été président d'une commission sensible aux États-Unis. La viabilisation de la presse. Mais c'est quoi? La presse, c'est d'abord un business. Un business. Ce n'est pas un cadeau du prince. C'est un business. Et un business, pour être rentable, il doit être crédible. Crédible. Et pour être crédible, il faut aller aux sources de l'information. Non seulement il faut aller aux sources de l'information, il faut intellectuellement et professionnellement être armé pour donner une information saine, correcte et responsable. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Mais c'est ce que vous avez dénoncé ici. Les journalistes parlent des hommes. Ils ne parlent pas des idées. Ils ne parlent pas des idées. Ils ne parlent pas des faits. Ils parlent des hommes. Et de là à tomber facilement dans le cul de la personnalité, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, si nous ne comprenons pas que
l'information est une marchandise, une denrée périssable qu'on doit traiter avec beaucoup d'attention, beaucoup de professionnalisme. Nous allons continuer à écrire ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Donc il faut viabiliser les entreprises. Les entreprises de presse doivent être gérées comme toutes les autres entreprises, respecter les règles de bonne gestion. Comment est-ce qu'un journaliste peut travailler sans contrat de travail? Ça, c'est pas normal. Il a une caméra, il a une plume, il a un micro, et il devient dangereux. Dangereux à ce moment-là. C'est comme ça qu'on utilise parfois les outils de travail, non pas pour rendre service, mais c'est pour... Je m'arrête là. Voilà. Vous savez, les médias sont une arme de destruction massive. Aujourd'hui, depuis hier, il y a la guerre en Ukraine, mais ça a commencé par les médias. Les médias non écrits, les médias non diffusés. Je me rappelle très bien, vous vous rappelez très très certainement, l'image que la presse russe a donnée de l'audience accordée à Macron par Poutine. Je crois que c'était à distance de 5 mètres. On avait l'impression que le président Macron était devenu tout petit, très loin face au tout puissant Poutine. Et puis finalement, la presse en est donnée à cœur joie pour expliquer que voilà, il a été négligé, il a été humilié, il a été. Tout ça s'était préparé. Jusqu'aujourd'hui, l'Occident, excusez-moi de glisser sur ce dossier, pour démontrer que la communication a sa part. Parfois, elle a une part beaucoup plus destructrice que la bombe atomique. Elle fait beaucoup de victimes. Qu'est-ce que je peux demander aux jeunes? C'est d'abord la dignité. C'est extrêmement important. Quelles que soient les difficultés, vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous avons vécu. On était des jeunes mariés, on était des jeunes pères, et c'est en ce moment-là qu'on nous jette dans la rue. Il n'y avait aucune perspective devant nous. Mais on a traversé cette période extrêmement difficile parce qu'il y avait un soubassement éducatif, il y avait un soubassement intellectuel, il y a un soubassement personnel de dignité personnelle. On se disait, moi je préfère mourir de faim au lieu d'aller vendre mon âme au diable. Nous l'avons fait des années. Est-ce que vous savez que sous Mobutu, on nous a jetés dans la rue pendant 4 ans. 4 ans voilà. Du jour au lendemain, 4 ans de chômage, et puis Mouzé est venu, il nous a réhabilités. Il s'est avéré plus tard qu'en fait, en nous réhabilitant, c'était pour sa propre image. Je crois en venant, il avait déjà appris qu'il y a des gens qui avaient été chassés, qu'en les réhabilitant, ça va me donner, voilà, etc. Mais ça n'a pas duré. 8 mois après, il est tombé dans les travers. Il y a eu de l'animation, il y a la fameuse carte blanche, je ne sais pas comment on appelait, qui est revenue. Tant et si bien que les mêmes qui avaient été chassés sous Mobutu parce qu'ils protestaient contre un système d'information qui n'était qu'un culte de la personnalité, le hasard a fait que c'est toujours les mêmes qui ont été chassés sous Mouzé Kabila avec en prime la chicotte. La liberté n'est pas négociable, Willy. La liberté ne s'octroie pas. C'est une conquête permanente de tous les instants. Moi, pour rien au monde, je ne transigerai sur ma liberté. Dernière question de ces Géopresse. Vous voyez, je suis pratiquement sans question parce que, à vous entendre parler, j'ai l'impression que je vous prends des minutes. Il faut que je vous en donne pour parler. Mais, évidemment, une perspective pour demain. La presse est en train de se refaire, elle a pris conscience, vous étiez tous aux États généraux, et il nous faut changer. D'ailleurs, j'emprunte le mot au ministre, il faut changer le narratif. En même temps, pour changer le narratif, il faut changer le vécu, l'action. C'est l'action qui change les narratifs. Alors, vos voeux pour demain, nous faisons quoi pour que tout ce que vous avez regretté ici ne puisse devenir une culture du regret? Nous faisons quoi? Je crois qu'aux États généraux, nous sommes allés non seulement parler du vécu quotidien de journaliste, mais aussi de l'exercice de la profession. Me regardez aujourd'hui, nous sommes sans doute le seul pays au monde où on devient aussi facilement journaliste. Je crois qu'indépendamment du narratif qui doit changer, mais aussi le comportement du journaliste doit changer.
Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire demain. Oui. Je crois qu'il faut commencer d'abord par consolider les bases de la profession dans ce pays. Je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Il faut convoquer illico presto un congrès extraordinaire de l'UNPC pour remettre de l'ordre dans la profession, pour faire la salubrité, comme disait le chef publique et professionnelle, comme le chef de l'État l'a dit. Mais tant qu'on ne remet pas de l'ordre dans la profession, je crois que tout ce qu'on a dit aux États généraux là ne seront que des vœux pieds. Donc pour vous, le congrès est très très important. Absolument, vital, pour la survie de la profession. Et vous? Oui, effectivement, je lui donne raison parce qu'il faut reviabiliser l'UNPC. Parce que l'UNPC se situe en amont et de ce que fera l'UNPC, de la rigueur au sein de l'UNPC pour l'octroi de la carte de presse, pour, disons... La formation. Oui, parce que la formation, etc. Les jugements de paix et tout ça, oui. Vous savez, moi je voudrais rappeler une chose. Moi, je suis arrivé à la Voix du Zaïre, je crois à l'époque du président Moutiri, et puis finalement, c'est Kitutu Léontois. Vous savez, détenir une carte de presse était un privilège extraordinaire ici. Toutes les portes s'ouvraient. Aujourd'hui, quand vous avez une carte de presse, on vous regarde comme, un intrus, un malfrat, quelqu'un qui vient commander je ne sais pas quoi. Je dis, même les portes à la présidence de la République sous le maréchal Mobutu. Alors, première chose, il faut définir les conditions d'accès à la profession. Parce que pour le moment, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont venus à la profession parce qu'ils ont tout échoué ailleurs. Ils ont échoué partout, ils ont essayé tout, ça n'a pas marché. Non, ça parce que c'est plus facile aujourd'hui de gagner de l'argent. Ben oui. Ce qu'on a appelé qui ont pignon sur rue, je n'ose pas utiliser les moutons noirs. Voilà. Parce qu'on m'a encore dit que voilà. Non. Donc, moi, je pense qu'il faut... J'étais triste quand le président de la République a dit qu'il faut la salubrité médiatique. Ça veut dire que nous étions comme des torchons. Ça veut dire que nous étions comme dans des caniveaux. Il n'y a que les rats qui habitent les caniveaux. Il faut nettoyer les écuries de Gias, comme on dit. Il faut extirper tous ceux qui sont arrivés par effraction de cette profession parce qu'ils nous couvrent de honte. Ils nous couvrent de honte. Ce que je veux dire également, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on nous jette au visage quelque chose comme salubrité publique. Rappelez-vous de Lunda Bouloulou à l'époque. Lunda Bouloulou se plaignait des titres ronflants. Contenu sablonneux. Contenu sablonneux. Ça nous a collé à la peau. Ça nous a collé à la peau, jusqu'aujourd'hui. Moi, je pensais que plus personne d'autre d'aller... Et je crois que salubrité publique, c'est même beaucoup plus fort négativement. Ça veut dire des années, une vingtaine d'années après, on n'a fait aucun effort pour que nous puissions sortir des caniveaux. Parce que nous sommes des médias de caniveaux. Enfin, dans la plupart des cas. Et il faut en sortir. Merci beaucoup, Michel Moussé-Mediaoui. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable du magazine Média Plus, qui est un magazine, d'ailleurs le dernier numéro, je venais de vous le montrer, et il est consacré à plusieurs autres sujets, mais essentiellement aussi aux États généraux. Je voudrais aussi saluer Charles Dimandja, qui est aujourd'hui un producteur, parce qu'il fait de la production audiovisuelle, et j'espère que dans les jours qui viennent, nous allons revenir, vous pourrez accepter de revenir ici, parce que cette émission, je vous l'affirme, elle aura de bonnes répercussions. Les jeunes qui pensaient que vous aviez renoncé aux idéaux vont dire, tiens, ils sont toujours là, donc ils peuvent donc nous enseigner. Merci donc d'avoir été à Géopresse aujourd'hui et aux amis téléspectateurs. Cette émission, vous la suivrez dans toutes les plateformes de diffusion. Elle est sur YouTube, elle sera aussi dans certains confrères qui ont accepté de la reprendre. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.